président de la République de Maurice, Excellence, Monsieur le vice-président de la Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bienvenue à cette soirée de clôture de la 4e édition du Festival du film européen. Sans plus tarder, je passe la parole à Son Excellence, M. Vincent Degère, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice. Bienvenue à cette soirée de clôture du Festival du film européen ici à Maurice. Je salue tout d'abord la venue de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci de nous honorer de votre présence. Monsieur le Vice-président également, merci. Vous êtes des habitués, des fidèles, je le sais, de ce festival européen, donc merci de votre soutien à la culture. Chers collègues, membres du corps diplomatique, je salue en particulier ma collègue française avec laquelle on a collaboré aussi pour la préparation de ce festival du film européen, avec notamment l'Institut français de Maurice. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être, cher public, merci d'être là ce soir. Je salue tous les acteurs qui nous ont aidés dans la réalisation de ce beau festival. Alors, c'est la soirée de clôture. Donc, la soirée de clôture, ça veut dire effectivement que c'est un petit peu le moment de faire le bilan de ce 3e festival du film européen ici à Maurice. Pour vous dire que on est très heureux. On est très heureux parce qu'on sent que l'engouement s'étend, se développe. On a eu notamment des projections à l'Institut français avec un public de jeunes. On avait pas moins de 8 écoles qui nous ont suivis dans cette expérience du festival avec des courts-métrages qui ont été présentés à la jeunesse, et pas moins de 800 enfants sont venus découvrir justement ces films européens, ces films d'animation en fait pour les enfants. Donc c'était très beau. Ils ont non seulement vu le film, mais ils ont vu l'envers du décor, parce qu'on avait notre tuteur du festival, David Constantin, que vous connaissez, le cinéaste célèbre mauricien, qui était là pour expliquer aux enfants comment on fait un film, qu'est-ce que c'est qu'un film, quel est l'envers du décor et comment ça se réalise. Donc on a eu une belle expérience, un beau succès avec cette activité pour la jeunesse. On a également innové puisqu'on a également testé. Vous savez qu'on a eu les années précédentes le Covid, donc ça n'a pas été toujours facile. Mais cette année, on a voulu innover et on a décidé également d'essayer une projection en extérieur. Donc c'était à La Bourdonnais. On a fait ça au château de La Bourdonnais, donc un samedi soir, un film d'animation tchèque. Donc vous savez que la République tchèque préside actuellement le Conseil de l'Union européenne. Et on était très heureux parce qu'il y avait près de 400 personnes, 400 personnes de différentes familles qui étaient là et qui ont visionné ce film en extérieur. Donc là aussi, ça fonctionne. Mais ce soir, évidemment, on est très heureux parce que on a eu également 4 projections en fait dans les salles. Et je remercie M-Ciné en particulier, et merci beaucoup de votre accueil encore une fois. Et on est très heureux parce qu'il y a eu beaucoup de public qui se plaît à retourner dans les salles. Pendant trop longtemps, on est resté devant nos écrans de télévision pendant la crise du Covid. Maintenant, les gens reviennent. Vous savez que c'est une difficulté que traverse le cinéma aujourd'hui, c'est de faire revenir effectivement le public dans les salles. Et je crois que le festival aide effectivement à faciliter ce processus. Le Festival du film européen, c'est un festival un peu particulier parce que c'est la diversité dans la culture européenne et c'est ce partage avec le public mauricien que nous souhaitons stimuler dans ce contexte-là. Je voudrais, avant de passer la parole au président, je voudrais simplement remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette expérience. J'ai mes petites fiches. Alors, j'ai cité évidemment déjà l'ambassade de France et l'Institut français de Maurice, République tchèque que j'ai mentionné tout à l'heure. Et je voudrais en particulier également remercier le consortium du Goethe Institut et de l'Institut français qui nous ont permis d'avoir accès aux films et d'avoir le droit de projection sur l'ensemble des films. Il y a également l'agence du court-métrage en France, il y a la Mauritius Film Development Corporation. Merci beaucoup d'être là également avec nous ce soir. M-Ciné que j'ai mentionné, le château de La Bourdonnais, Ciné sous les étoiles, les agences de communication Together et Talent Factory and Partners Media, et bien sûr l'association Porteurs d'Images et notre curateur du festival qui n'est autre que David Constantin. Alors je signale David Constantin parce que avec David on a une collaboration non seulement pour la réalisation du festival mais aussi pour les films mauriciens, puisque grâce
à notre programme Culture Plus européen, on peut soutenir la création artistique dans les pays d'Afrique, de Pacifique et des Caraïbes. Et le film de David Constantin, qu'il est en train de présenter dans un autre festival en Pologne en ce moment, cette semaine en particulier, a bénéficié effectivement de ce soutien. Donc on lui souhaite beaucoup de succès. J'espère qu'il va également remporter des prix dans le cadre de ce festival. Voilà, donc ce que je voulais simplement vous signaler. Merci à tous d'être là ce soir. Il y aura à la très belle projection tout à l'heure, donc c'est la clôture, c'est un film un peu particulier. Vous savez que chaque fois qu'on organise un festival, on choisit une thématique. Précédemment, c'était la résilience. Après les crises qu'on a traversées, c'était un peu normal de parler de résilience. Aujourd'hui, le thème, c'est partir ailleurs. Donc, on veut un peu s'échapper de cette grisaille, de s'échapper de cette pandémie. Et donc, le thème, c'était ça, partir ailleurs. Là, le partir ailleurs est un peu particulier parce qu'il va concerner un pays qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'étais avant de devenir ambassadeur ici à Maurice, j'étais ambassadeur en Haïti. Et c'est un film qui est une coproduction haïtienne, française et béninoise. Donc c'est là encore un partage Afrique, Caraïbes, Europe, donc c'est très bien dans l'esprit de ce que l'on souhaite promouvoir. Et c'est un film assez touchant, vous verrez, sur la condition de la femme en Haïti. Et on va organiser, à la suite de cette projection, une rapide petite discussion entre nous sur justement Haïti et le vouloir partir ailleurs des Haïtiens, qui est un grand sujet. Et je suis très heureux d'avoir avec moi ce soir pour en parler Madame Stephenson, qui est là. Voilà, merci d'être là. Vous êtes arrivé à point nommé. Voilà, qui est une artiste haïtienne. Mettez-vous debout, vous présenter. Voilà. Bonjour. Voilà, elle sera avec moi tout à l'heure pour parler de son pays et de la vie dans son pays et de l'envie parfois pour certains Haïtiens en tout cas de partir ailleurs, ce qu'on expliquera et dont on parlera tout à l'heure. Sans plus tarder, j'invite son Excellence le Président de la République de bien vouloir nous adresser quelques mots. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous. C'est la 4e édition. Oui, 4e édition. J'étais là quand on a commencé cette édition. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice. En 2020, 2e édition, j'étais là pour l'ouverture. Ensuite, cette fois-ci, je suis là pour la clôture. C'est-à-dire que on a bouclé. On a bouclé. Mais quand même, c'est toujours avec immense plaisir que je participe à ces événements. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, malheureusement, j'ai laissé mes notes à côté. 2020, j'étais là pour l'ouverture, et c'est que j'ai appris par la suite, il y a eu plus d'1 millier de personnes qui sont venues assister aux différentes projections. 2021, on n'a pas pu faire des projections en public parce que on a fait ça virtuellement. Mais par contre, l'année dernière, ça a été un grand succès, même s'il n'y a pas eu des étrangers qui sont venus. Alors cette fois-ci, après 4 ans, on le fait pratiquement dans des conditions idéales. En salle, en plein air, tout y est. Il y a eu 4 projections pour les adultes. Vous voyez qu'il y a environ une dizaine, enfin j'ai pas les chiffres, une dizaine pour les enfants, avec des ateliers. Malheureusement qu'on n'a pas David avec nous, mais je sais quand même que David est notre représentant dans le domaine du cinéma. Il a pas mal travaillé avec l'Union européenne, avec l'ACP. Il a eu des supports, et il a grandi. Mais maintenant, il est quelqu'un de très connu au niveau de tout ce qui est trait au cinéma. Alors je dois dire merci aussi à l'Union européenne. Je salue aussi Madame l'ambassadrice de France, parce que ça nous donne la possibilité en fait de découvrir le cinéma de 27 pays.
c'est pour nous aussi une découverte. Parce que je suis sûr que chacun pays membre de l'Union européenne ont leur propre style. Il y a des projections que nous, public mauricien, on arrive à découvrir. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Et quel est le thème que vous avez dit? Partir ailleurs. Partir ailleurs. Vous allez m'excuser, je dois partir ailleurs moi aussi pendant la projection. Et après avoir reçu votre invitation, j'ai reçu une autre invitation pour quelque chose qui est très au voyage, qui est organisé actuellement au SIS ici, que j'ai pas pu partir, mais quand même c'est toujours dans la même idée d'encourager les gens d'ici de voyager pour retrouver une certaine normalité maintenant que les frontières sont ouvertes. Alors merci beaucoup et j'espère que pour la 5e édition il y aura d'autres améliorations et que ce festival de films européen ne fait que commencer et que ça va grandir et continuer. Merci beaucoup. Merci, excellent. Vous pouvez retrouver vos places. Donc on va commencer la projection donc, du film Freda, mais avant cela, on vous invite à découvrir le court-métrage de Patrice Calamadi intitulé Le Morne, berceau de la pêche, qui fait partie d'une série de 4 courts-métrages qui ont été diffusés pendant le festival. Et donc qui est un... Symbole du marronnage, la montagne du Morne s'érige aujourd'hui comme un lieu de mémoire. Cependant, cet imposant monolithe basaltique tient aussi une place de choix dans l'histoire de la pêche. L'histoire de la pêche a commencé au Morne en 1601 avec les Hollandais. Ils ont pêché un poisson qui s'appelle bultang. Donc en consommant ce poisson, ce qui était hautement toxique, ils ont été pris de vertiges, de vomissements. Et c'est là qu'ils ont appelé la montagne du Morne comme Den Finingenberg, qui veut dire la montagne empoisonnée. Au XVIIIe siècle, comme vous savez, la montagne du Morne est bien connue comme un lieu de refuge pour les esclaves marrons. Ils vivaient d'une façon autonome. Ils dépendaient beaucoup de la pêche, parce que la mer était tout près. C'était un village de pêcheurs. Déjà une invitée, 2 invités. Mes 2 invités sont déjà là. Donc je vous laisse patienter. J'espère que vous avez apprécié ce très beau film de Jessica Génus. Le temps qu'on s'installe. Nous vous proposons, histoire de bien clore ce festival, un ciné-débat axé sur le film projeté juste avant, soit Freda bien évidemment. Une œuvre multiprimée à l'international et signée de l'actrice, documentariste et réalisatrice Jessica Génus. Un long métrage que le grand Francis Ford Coppola a qualifié lui-même de bijou inoubliable, raconté avec une élégance simple, des performances merveilleusement mémorables et une authenticité que peu de films atteignent. Cet aperçu de la vie contemporaine en Haïti est le témoignage, cher public, d'un peuple qui refuse d'être défini par ses moments tragiques. C'est un film plein d'humanité,
qui nous emmène à travers des personnages attachants et complexes au cœur des revendications, des espoirs, mais aussi des déceptions de la jeunesse haïtienne. Que signifie être haïtien aujourd'hui? Quelle place pour le français et le créole? Faut-il renier ou encore dépasser l'héritage colonial? Alors, faut-il rester et tenter de s'en sortir? Et si oui, comment? Alors, toutes ces questions, Jessica Généus les pose et les expose dans Freda. Freda, c'est le portrait tout simplement, le portrait net de la société haïtienne, une jeune fille et sa mère, toutes deux en proie aux difficultés de la vie quotidienne dans un des quartiers populaires de Port-au-Prince. Et comme avait dit bien évidemment la jeune cinéaste, en apprenant que Freda a été sélectionnée pour l'Oscar, il y a encore un long chemin à faire parce que la course, ça sera une grosse bataille. Bataille, tel est le mot qui va revenir bien souvent dans notre conversation de ce soir. Alors, à quel point la situation exposée dans ce film est-elle proche de la réalité? Quelle est la place des femmes dans la société haïtienne? Art et culture pour le développement de ce pays, autant de problématiques auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Pour cela, je me suis entourée, mesdames et messieurs, de Barbara Prezo-Stephenson, artiste et chef de projet, développement des industries culturelles et créatives à la Commission de l'Océan Indien. Bonsoir. Bonsoir. Mais aussi de l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice, son Excellence, Monsieur Vincent Dégère. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci. Très bien, merci. Plaisir en tout cas de vous avoir à mes côtés pour ce ciné-débat axé sur Haïti. Alors, on commence avec vous, Monsieur l'ambassadeur. Avant votre arrivée à Maurice, vous avez bien évidemment officié pendant 4 ans dans les Caraïbes, plus précisément en Haïti. Alors pour vous, qui avez été au cœur de la gestion de la crise politique et sociale dans ce pays, alors diriez-vous que les éléments présents dans ce film se rapprochent de la réalité, au-delà de son histoire? Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La réalité haïtienne est très bien décrite par Jessica Généus qui a fait ce film. C'est une réalité très dure, comme vous avez pu le voir, parce que c'est un pays qui est le pays le plus pauvre de la Caraïbe, le pays les plus pauvres au monde. Le PIB par habitant doit être autour de 800 $, à peu près. Et c'est un pays qui est un symbole d'abord d'indépendance, puisque 1804 c'est la première république noire au monde, donc c'est un symbole dans l'affirmation de la démocratie et de l'émancipation, évidemment post-esclavage, etc. Donc il y a toute cette grande symbolique qui entoure ce pays. Et puis après, il y a 200 ans d'errement quelque part qui ont fait que Haïti a été traversé par de multiples crises. Et puis je crois que la crise, évidemment, la plus contemporaine, ça a été la dictature des Duvalier, père et fils, qui ont détruit la gouvernance du pays, en clair, et le pays n'a jamais réussi à se remettre correctement, si je puis dire, de ce drame. Et c'est vrai que c'est un thème qui revient bien souvent dans ce film. Et d'où aussi le fait que les Haïtiens, enfin on va écouter une Haïtienne qui parlera mieux que moi de cette situation, du fait que les Haïtiens, on a le thème c'est partir ailleurs, on le voit bien, il y a ce dilemme permanent de savoir est-ce que je vais faire ma vie en Haïti ou est-ce que pour mon bonheur, pour ma sécurité, est-ce que pour mes enfants, est-ce que pour ça je ne vais pas vouloir faire ma vie à la République dominicaine? C'est juste à côté, là. C'est la même île, la République dominicaine et Haïti. La République dominicaine est 12 fois plus riche aujourd'hui par habitant qu'Haïti. Et il y a la sécurité, il y a les hôpitaux qui fonctionnent, il y a tout ça, tout ce que Haïti n'a pas malheureusement. L'exil ou rester finalement. Il y a 1 million d'Haïtiens, il y a 12 millions d'habitants en Haïti, il y a 1 million qui travaillent en République dominicaine aujourd'hui, ou alors, comme on l'a vu dans le film, c'est le grand frère qui on va se cotiser pour qu'il puisse partir au Chili, parce que le Chili n'a pas besoin de visa pour les en tout cas à l'époque. Ça a changé après, ça n'a pas duré longtemps, parce que je crois qu'il y a 2000 Haïtiens qui ont quitté le pays par semaine, jusqu'à ce qu'ils arrivent à 200 000 en quelques mois au Chili, à cette époque, 2018-2019. Et donc, donc partir ailleurs, faire son bonheur ailleurs. Et puis on voit une autre façon de s'échapper du ghetto, entre guillemets, c'est à travers le mariage ou une relation. On va essayer effectivement de trouver un partenaire riche qui va nous permettre de sortir de cet environnement.
voilà, avec tous les drames que l'on voit de vie derrière, de rejet ensuite, etc. Donc voilà, c'est un pays extrêmement... En même temps, je pense que ma voisine en parle beaucoup mieux que moi, c'est un pays qui a une créativité absolument incroyable. Alors je sais pas si c'est parce que il y a cette douleur, il y a cette souffrance, et en même temps il y a une potentialité de création artistique, et que c'est peut-être musique, dû à son la histoire musique riche haïtienne aussi. est connue dans le monde entier, si je puis dire, hein, avec des artistes absolument fabuleux. Et il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a des chanteurs, tout ça c'est des cinéastes, voilà, tout ça c'est un pays qui bouillonne de culture en même temps, c'est ce qui est assez étonnant et assez contradictoire quelque part. C'est vrai que c'est un pays qui met en avant l'art, dans un pays justement, monsieur l'ambassadeur, dans un pays secoué par des manifestations et des guerres de gangs quasi permanents, le spectateur découvre alors une réalité incontrôlable où, au jour le jour, chacun se bat avec les démons du passé, du présent et d'un futur brumeux. Je vais dire ça comme ça. Alors Barbara Prezo-Stephenson, je vais maintenant me tourner vers vous. Vous êtes certes une artiste, c'est vrai qu'on va parler de l'art dans un petit moment, une artiste de renommée mondiale, mais aussi un enfant du pays. Vous êtes née à Port-au-Prince, l'endroit bien évidemment mis en avant dans le film, du moins une des facettes de cette ville qui s'avère aussi être la capitale de ce beau pays. Alors en tant qu'haïtienne, quel regard portez-vous sur ce film et son scénario? Alors c'est un film qui a presque une valeur de documentaire, puisque de nombreuses images que vous avez vues là sont des images d'archives. Lorsque vous voyez la police tirer, c'est réel. Des maisons patrimoniales, des maisons gingerbread brûlées en feu, c'est réel. Et là, on vous montre la police qui tire du gaz lacrymogène, mais la police en Haïti tire aussi à balles réelles et à hauteur d'homme. Et le jeune homme qui par République dominicaine est allé se faire... Yeshua. Il est allé se faire soigner parce qu'il a reçu une balle alors qu'il était chez lui, en train de dormir. Voilà, donc c'est la réalité. Alors, une réalité qui est certes paradoxale, parce qu'il y a ce foisonnement, parce qu'il y a cette créativité, parce que c'est une terre d'artistes, c'est une terre de diversité culturelle, et que la culture, en fait, nous avons entamé une révolution culturelle à partir des années 20. Haïti était alors occupé par les Américains, donc 30 ans d'occupation américaine et de tentative d'acculturation que le pasteur évangéliste symbolise très bien, et de pillage par ce grand frère américain très présent. Et donc, révolution culturelle avec un retour vers l'Afrique qu'on a appelé l'indigénisme et un foisonnement de production à partir de ce moment-là. Donc, et ce sont tous les arts qui vont exploser à ce moment-là. Donc, on parle aussi de la danse, on parle de la musique, on parle de la langue créole qui s'affirme. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des premières choses que les Mauriciens ont... C'est ce rapprochement entre notre créole et le créole haïtien. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de guerre a parlé des derniers 30 ans après la dictature. Mais l'un des acquis de l'après-dictature, c'est l'officialisation de la musique, qui est inscrite dans la Constitution, que nous défendons quand même si nous pensons qu'il faut la faire évoluer, mais pas dans la précipitation et surtout pas d'une manière confisquée. C'est vrai qu'on va revenir sur cette langue dans un petit moment, mais avant, j'aimerais tout de même parler d'un autre thème qui revient. C'est un thème récurrent de ce film. Là, on va parler des femmes. On peut dire que c'est un film qui montre surtout la résilience des femmes haïtiennes, Barbara, dans un pays gangrené par la violence, la corruption et un passé colonial qui a bien évidemment laissé le pays avec des injonctions constantes à se blanchir la peau, à l'image de la sœur de Freda, Esther, qu'on a bien évidemment vu dans ce film, à se lisser les cheveux, également ou encore à renoncer
au créole. On va revenir là-dessus, bien évidemment. Mais elles vivent dans une société patriarcale, mais malgré tout, ce qui leur est imposé, elles ne baissent pas les bras et continuent d'avancer contre vents et marées. Ça fait plaisir à voir, dans l'espoir d'un meilleur lendemain. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de la femme haïtienne en tant qu'haïtienne? Moi, je poserais la question plutôt à l'envers. Dites-nous. C'est que ce qu'on constate, c'est la discrimination qui est en défaveur des femmes. Et alors la plus claire se destine à une forme un peu édulcorée de prostitution. Et la plus noire, eh bien, elle devrait abandonner ses études pour aller travailler C'est vrai qu'il y a deux cas de figure. dans ce restaurant que nous connaissons bien. Oui. Des souvenirs? Absolument. Et c'est ce qui fait un peu plaisir aussi, c'est qu'on reconnaît des lieux, des personnes qu'on a connues. Voilà. Et ça fait toujours plaisir. Absolument. De bons souvenirs, j'espère. Oui. Alors, je le disais, voilà. Et vous, votre avis sur la présence des femmes dans ce film, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, je crois qu'on l'a vu, il y a une violence quand même qui est assez forte. Et puis bon, il y a aussi souvent des femmes seules, à un moment donné, comme on l'a vu aussi dans le film. C'est une réalité, grossesse précoce, etc. Bon, ça fait partie effectivement du quotidien haïtien également dans ce contexte-là. Mais les femmes aussi, c'est celles qui souvent travaillent beaucoup, qui gagnent durement le salaire pour pouvoir nourrir les enfants, la famille, etc. Encore une fois, c'est ce qu'on retrouve dans le film. Et puis, parfois, elles sont aussi les victimes de ces charlatans et autres qui sont là. On peut avoir des réflexions sur le rôle des évangélistes en Haïti de ce point de vue-là. Enfin, il y a effectivement des situations assez délicates pour les femmes en Haïti. Et bon, on dit en Haïti, il y a l'expression plutôt poteau mi-temps, donc c'est que la femme, c'est le poteau de la famille, c'est l'élément de stabilité finalement, d'ancrage, le pilier de la famille auquel on se rattache. C'est un petit peu c'est cette jeune fille qu'on voit dans le film qui finalement devient un peu ce rôle de Freda, qui prend ce rôle de poteau de mère finalement. Il y a la version des voilà, rôles. elle remplace la mère oui. après, etc. C'est la consolatrice, c'est elle qui nourrit finalement aussi la famille, comme on le voit dans le Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est une personne qui est lucide. Dites-nous, Barbara. Alors, je disais que Freda, c'est la figure lucide. C'est la personne qui a la tête sur les épaules. La tête sur les épaules, mais qui regarde tout ceci avec un regard critique. Et c'est vrai. J'avoue qu'elle ne se laisse pas faire et elle ne tombe pas dans des pièges, Freda, contrairement à Esther ou à son frère. Et c'est une fille qui a la tête sur les épaules, ça c'est si bien dit. Et je trouve aussi que dans une société aussi patriarcale que la vôtre, c'est intéressant de voir cette femme sortir du lot et se démarquer des autres. Elle ne suit pas la foule, non, ce n'est pas un mouton, loin de là. C'est vraiment, elle fait figure de père, quelque part plus que je dirais qu'elle représente plus que la maternité. C'est vrai, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qu'on voit dans le film, les scènes sont réelles, dans les manifestations dans les rues, parce que moi, je me souviens, j'étais là quand ça a démarré. Quand ça a démarré à le Pays-Loc à ce moment-là, donc c'était plusieurs semaines de fermeture, ce qui veut dire aussi que les ambassades étrangères ont évacué leur personnel non essentiel, comme on dit. Donc ça, c'est des expériences qu'on a vécues. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui est pire que ce qu'on a vu à l'instant. Je veux dire, la réalité haïtienne aujourd'hui, c'est les gangs qui ont pris le pouvoir, mais complètement. Donc vous avez des gangs qui gèrent les routes, qui gèrent les infrastructures, qui envahissent le tribunal de Port-au-Prince, qui détruisent les dossiers qui les dérangent, qui bloquent les terminaux d'approvisionnement d'essence, mais qui les bloquent, pas juste bloqués, je veux dire, ils creusent des tranchées devant pour plus que les camions puissent passer, ils envahissent le terminal avec des bateaux, donc ils sont mieux équipés que la police. En fait. C'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 80 gangs dans Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est 5 millions d'habitants, juste pour la petite histoire. Donc tout est fait pour rendre la vie plus difficile pour les habitants.
Alors, c'est pas que c'est plus difficile, c'est pas moi, je sais pas quand les Haïtiens vivent encore, parce que c'est plus possible, les hôpitaux ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'électricité, parce que quand je dis le pétrole, c'est les génératrices. Pour faire fonctionner chez soi, on est obligé d'avoir sa génératrice pour produire son électricité. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire fonctionner les hôpitaux, on n'arrive plus, toute la vie s'arrête. Bon, alors il y a la corruption partout, qui maintenant tombe dans les mains de tous les gangs qui sont présents là-bas aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas comment Freda vit aujourd'hui en Haïti, mais c'est une situation dramatique. Moi, j'ai des amis qui on est rentré dans leur maison, on a kidnappé la femme, on a négocié pour la faire. Oui, Arnaud, oui, c'est ton nom. Donc, voilà. Donc, Arnaud Ortola, donc, qui est un cinéaste également haïtien bien connu, qui a connu ce drame il y a quelques mois. Et il y a eu, je ne sais plus, 200, 300, 400 kidnappings depuis le début de cette année. Et là, on parle justement de kidnapping de femmes. Alors, les femmes ne sont pas en haut de l'échelle, bien que dans ce film, les hommes sont, eux, relégués au second plan. Il y a comme un silence qui est surtout imposé aux femmes, tant au niveau de la sphère publique que dans le quotidien. Exemple, le silence autour du viol de Freda dans ce film. Dès le départ, on le voit, mais il n'est mentionné nulle part. Ce n'est qu'à la fin ou après, elle refait allusion à ce viol, alors que tout le long du film, on n'a rien vu venir. Et ça, je trouve ça quand même incroyable. C'est un film qui, en quelque sorte, fait écho au vécu de beaucoup de femmes. Alors, quelle place occupe-t-elle justement dans la société haïtienne? Ou plutôt, quelle est la place des femmes dans la société haïtienne? C'est une place ambiguë, parce que ce que vous n'avez peut-être pas bien perçu, c'est toute cette organisation matrifocale, où on voit cette solidarité, cette organisation autour des femmes qui sont souvent dans le commerce, et des petits commerces comme celui de la mère, etc. Et les garçons qui sont... alors elles reproduisent le modèle, parce que vous avez parlé de société patriarcale, ce n'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe que ça. Ce sont souvent des familles monoparentales où une ou deux femmes élèvent un groupe d'enfants, souvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Par exemple, ma grand-mère a élevé le fils de la voisine, comme ça, sans l'adopter. La voisine est partie, ma grand-mère a recueilli le garçon, la voisine était frappée par son mari, elle est repartie chez elle en province, et le garçon avait 4 ans, ma grand-mère l'a élevé jusqu'à l'âge adulte. Comme ça. Comme son propre enfant. Voilà, donc naturellement. Donc il y a une sorte de générosité, on dit voisinage, ces familles, ça veut dire que les voisins, une solidarité de quartier, etc. Vous êtes une grande famille. C'est très facile à dire s'il n'y avait pas autant de clivages, parce que ça, le film se passe quand même dans un seul quartier. Plus ou moins, on voit un peu Jacmel, mais vous ne voyez pas les grandes disparités économiques, parce que c'est quand même un pays très inégal. Voilà, donc je passe le micro à l'ambassadeur. Bien sûr, on peut bien l'écouter. Sur l'inégalité, il aura plus de choses. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Non, mais je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a les 99,99% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc on est dans une situation absolument dramatique. Et puis on a quelques grandes familles, effectivement, qui sont ultra riches, même pas extrêmement riches, c'est ultra riches, qui vont faire leurs courses à Miami le week-end. Voilà, c'est comme ça que le pays fonctionne. Donc il y a une révolution aujourd'hui, une révolution effectivement par rapport à cette situation, par rapport à cette pauvreté, mais cette révolution, malheureusement, elle se passe dans une violence extrême, parce que quand on parle des 80 gangs, il y a une guerre entre les gangs. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des seigneurs de guerre qui essaient de conquérir des territoires. Ce qu'il faut bien voir que ces gangs sont en fait alimentés, par un certain pouvoir politico-économique, on va dire, qui va chercher à conquérir des zones d'activité pour contrôler l'économie, mais contrôler aussi la capacité de se faire élire dans ces territoires. Et donc, ça perpétue un système qui est incapable de se régénérer, si je puis dire, et de proposer un avenir au pays.
Et c'est tragique. Alors moi, chaque fois, je me dis, on a touché le fond. Et je me rends compte qu'on peut encore aller plus bas, quoi. Ça fait, moi, quand j'y étais, pendant 2 ans, ça s'est relativement bien passé. Et puis, il y a eu le pays LOC, etc. Puis, graduellement, la situation s'est détériorée très rapidement. On est descendu progressivement en termes de sécurité. Voilà, c'est quand même un des rares pays au monde où le président s'est fait tuer là, il y a 1 an, dans sa chambre, chez lui, par des mercenaires qui se sont infiltrés, colombiens qui étaient venus pour ça. Donc, hein, c'est pas une fiction, c'est la réalité du. On croit que c'est un film, c'est pas un film. Mais comme c'est un film, c'est un film quasi documentaire. Presque. Ouais, alors, presque. Ce qu'on voit là, c'est rien à d'autre côté de ce que c'est devenu aujourd'hui, je pense. Hein. Moi, j'y suis pas retourné. Justement, on va revenir là-dessus dans un petit moment. On va parler du futur. La situation s'est détériorée. Alors, moi, j'ai tendance à penser que c'est dommage parce que je pense que le pays était surmonté sur une trajectoire où il y avait une certaine stabilité. La police nationale fonctionnait relativement de ce point de vue-là. Et puis, il y a eu un certain nombre de décisions. Il y a toujours une controverse en Haïti, vous l'avez évoqué justement tout à l'heure, c'est cette présence étrangère, effectivement, qui est perçue comme envahissante, colonisatrice, etc. Avec ce qui est vrai d'ailleurs de l'histoire du pays. Et puis, il y avait l'intervention, effectivement, des forces des Nations Unies en 2004, qui sont restées là jusqu'en 2017. Et à ce moment-là, la décision a été prise au Conseil de sécurité sous l'inspiration du président Trump, pour être précis, de retirer, parce que ça coûtait trop cher, ça faisait 15 ans que ces troupes Nations Unies étaient là, et qu'il fallait donc les retirer. Et du jour où on a retiré, je peux vous dire, cette force d'interposition qui permettait de contrôler les frontières et d'éviter les importations d'armes, et que les politiciens véreux n'apportent des armes dans ce contexte-là, du jour où on a retiré cette capacité de surveillance, de stabilité. Alors il y a un autre défaut, et là c'est une très grande responsabilité en termes d'état de droit, c'est qu'autant on avait réussi à avoir une police nationale haïtienne qui fonctionnait à peu près, qui contrôlait à peu près la situation et la sécurité, et les gens étaient quelque part satisfaits d'avoir cette sécurité, de pouvoir faire leur commerce, etc. Du jour où ça a été retiré, malheureusement, comme je dis, les gangs ont pris aussitôt le pouvoir et ils continuent aujourd'hui d'être, comme je dis, mieux équipés que la police. Et on n'a jamais mis en place un système judiciaire qui fonctionne. Alors, avant d'insister justement, corrompu et ne fonctionne absolument pas. Alors, il n'y a pas que le judiciaire qui est corrompu. Je veux dire, malheureusement, une grande partie de la société l'est tout aussi. Donc, la corruption, c'est quelque chose qui vous détruit un pays d'une façon terrible et sordide quelque part de ce point de vue. On a vu les affiches, je ne sais pas si vous avez vu la Petro-Caribé. C'était un des grands scandales de corruption dans le pays. C'était un système qui était mis en place avec le Venezuela, où Haïti payait la moitié de sa facture et l'autre moitié était mis pour un fonds de développement. Et ce fonds de développement a servi à arroser, entre guillemets, toutes les corruptions du pays à cette époque. Donc évidemment, il y a une révolte de la population, c'est intolérable, c'est insupportable, à juste titre. Il y a même des rapports de la Cour des comptes haïtienne qui dénonçaient effectivement certaines corruptions, impliquant y compris certaines ex-présidents qui s'est fait tuer. Alors, malgré ces thématiques évoquées, il y a quand même un thème qui est récurrent dans ce film, c'est l'espoir. Alors, l'espoir fait aussi partie du thème récurrent de ce film. Freda, justement, Barbara continue ses études tout en ayant à cœur de se battre pour l'avenir de son pays. La jeune femme a bon espoir que la situation s'améliorera un jour dans un pays toujours rongé par la corruption et la violence, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur. Une situation qui ne s'améliore d'ailleurs pas depuis le séisme de 2010 qui a amorcé une crise sociale sans précédent avec un bilan dévastateur, j'ai les chiffres, 220 000 morts, 300 000 blessés, 1,5 million de sans-abri. Alors, malgré la situation dramatique, l'espoir, bien évidemment, persiste. La jeunesse haïtienne veut vivre malgré tout. Et le film met en scène des débats où les jeunes questionnent l'avenir du pays et réfléchissent sur comment se relever de la crise qui dure depuis tant d'années, bien trop d'années. Alors, des jeunes politisés, est-ce là une des solutions pour s'en sortir de cette crise? Je ne parlerai pas d'espoir. Bien trop grand mot pour une situation extrêmement dramatique. À l'instant où je vous parle, j'ai des amis, le village
artistique de Noailles aujourd'hui est détruit. Certains sanctuaires sont brûlés en feu au moment où je vous parle. Nous sommes désespérés en train de mettre en place une cellule de coordination, moi à distance, pour venir en aide aux artistes. On parle d'un village où travaillent à peu près 300 familles d'artistes et 75 ateliers qui sont très productifs, qui exportent de l'art et de l'artisanat, qui sont exposés dans toutes sortes de musées et qui aujourd'hui sont victimes d'une guerre de gangs. Deux gangs s'affrontent au cœur du village et il y a des morts, des blessés, etc., des artistes qui sont morts, etc. Donc c'est absolument dramatique. Et parler d'espoir dans un tel contexte alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, on ne sait pas si on va survivre dans la journée. Alors même si on dans peut ce parler, film, il y a on un peut brin parler d'espoir. d'une lueur. Ouais, d'une lueur. Voilà, et là, ça. ça demande une réflexion, un retour en arrière pour se resituer dans le contexte de la dictature. Et la sortie. Et la dictature dans un contexte de guerre froide aussi, où les Duvalier ont concentré tous les pouvoirs, ont détruit tout ce qui était institution, gouvernance, la justice, l'appareil de justice, et ont aussi détruit la société civile, puisque le droit d'association était interdit, et où tout un chacun pouvait être exécuté, torturé, on faisait disparaître des pères de famille, des femmes, etc., dès lors qu'on était dénoncé. Il ne suffisait même pas de s'impliquer. Donc il y a eu pendant 30 ans une sorte de démobilisation de la société civile. Et donc au lendemain à la chute de cette dictature, eh bien la conscience citoyenne reste à construire. Et la lueur, c'est 30 ans après la fin de la dictature, enfin on commence à avoir un certain dialogue citoyen, une certaine réflexion citoyenne, une sorte de naissance d'une prise de responsabilité, et qui a été réprimée d'ailleurs par le pouvoir en place, qui est très lié lui-même aux gangs et qui est très lié au trafic de drogue, parce qu'on est quand même dans un contexte latino-américain, on est à quelques encablures du Mexique et de la Colombie, du Venezuela. Donc il y a tout ça aussi. Très bien. Un personnage du film, monsieur l'ambassadeur, affirme « On ne court pas après la politique, c'est la politique qui court après nous ». C'est une phrase qui résume assez bien la façon dont le film accueille les sujets de société les plus divers. On a parlé de ça juste avant. Corruption, colonisation, blanchiment de la peau, affaires pétrocariques, etc. Sans jamais, bien évidemment, donner l'impression de cocher des cases et surtout en inscrivant toujours le discours politique dans les trajectoires individuelles de ces personnages. Alors pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, qu'il est primordial de traiter les sujets politiques au cinéma? Oui, moi je trouve que c'est très bien qu'on montre ça et je crois que ça fait réfléchir un peu tout le monde sur la fragilité de nos démocraties quelque part, qu'il faut bien le voir, et qui sont susceptibles malheureusement de péricliter si on ne prend pas garde à certains défauts entre guillemets qui peuvent s'immiscer à travers ces mauvaises gouvernances entre guillemets qui transparaît de cette. Alors Haïti, c'est peut-être un cas un peu extrême pour ce contexte-là, mais malheureusement, c'est un cas réel qui doit nous réfléchir et tous nous interpeller, nous dire voilà, il faut une tolérance zéro sur ces questions de société. Il faut toujours que les citoyens, fort justement, se mobilisent et fassent en sorte effectivement qu'on garde la démocratie sur une trajectoire sereine et qu'on évite ces dérives qu'on a pu observer et c'est extrêmement, ça peut péricliter, comme je dis, en
je vais pas dire à l'instant, mais très très rapidement, même aux États-Unis, on l'a vu effectivement récemment, les risques sont partout. Voilà. Donc, je crois qu'on va devoir clôturer, bien sûr. Exactement. On va terminer, on va clore cette discussion. Exactement. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants, chers invités? Vous parlez d'état de la démocratie, etc. Quel est l'état de la démocratie aujourd'hui à Maurice? Quelle est votre observation de l'état de la démocratie? On a changé de pays. Joker. Non, mais je crois qu'on vit. Maurice est quand même reconnu encore internationalement comme dans le classement Ibrahim, entre guillemets, comme étant le pays africain qui est au sommet de ce point de vue-là. Mais comme je dis toujours, tout est très fragile, tout est sujet à amélioration et à permanence. Donc il faut une vigilance citoyenne sur ces différentes questions. Je crois que la question de l'équilibre des pouvoirs est quelque chose de fondamental dans l'équilibre entre judiciaire, exécutif, législatif. Donc les vieux principes de Montesquieu restent complètement valables de ce point de vue-là. Je crois qu'il est nécessaire effectivement de bien faire attention à ce que l'on reste sur ces trajectoires vertueuses. Donc, puis les autres, comme vous disiez, la liberté d'association, la liberté de manifestation, des droits d'expression, etc., ce sont des valeurs fondamentales qu'il faut cultiver, préserver et se féliciter de vivre dans des pays où on a une liberté justement de s'exprimer, qu'on a une presse libre qui fonctionne. Voilà, donc on a tous ces joyaux qui sont là et qu'il faut préserver parce que tout ça est, comme vous l'avez dit, d'une fragilité. On voit même dans des démocraties plus anciennes, très anciennes, même ça peut basculer facilement. Et curieusement, je dirais qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la désinformation, tout ça est encore plus fragile peut-être que ça n'a pas été dans le passé. Donc il faut redoubler de vigilance encore plus aujourd'hui. D'autres questions? Ouais. Bon. Oui. Pas en haïtien, mais en mauricien. Vous pensez, je tout vous comprends. Moi, ça film-là, comme une guettille, ou sa dimension qu'il tirait là, il rappelle-moi un thème les années 70. Moi, je me retrouve juste sur sa plan. Langue, éclaircissement la peau, et tous dressent CV crépi, ça rappelle moi Boubou Cravate, un court-métrage formidable des années 70. Ça rappelle moi un livre comme Albert Memmi, Portrait du colonisé, et Peau noire, Mars blanc. Vous pensez qu'il y a beaucoup de messages dans le film, et l'actualité, je dis, c'est un aspect. L'actualité Haïti, avec nous avons l'occasion de causer Vincent, une raconte-moi, avec Barbara aussi, avec nous avons l'occasion de causer Haïti. Mais tout ça extraordinaire qui, par exemple, dans le pays Maurice, finissant exactement comme dans beaucoup de pays colonisés, qui manière culturellement finissait opprime, réprime bandimoun ou une certaine acculturation pour qui, ça qui, comme si je imite, un ancien colonisateur. La question de langue, je dis, me permettez-moi cause en créole mauricien, moi, je premier qu'une cause créole mauricien dans le Conseil des ministres. OK? Mais avant ça, si l'information en créole mauricien, l'OMBC, bon, je ne vais pas vous faire commentaire, le News MBC, mais les faits qui servent langue créole mauricien. Les bons qui sont mauricien, surtout un jeune connaît qui, jusqu'à 1982, seulement bulletin cyclone en créole, le radio et le télévision. Donc, il y a toute une progression. Et pour revenir à la question de démocratie, de liberté, de combat contre la corruption, pour Haïti, seule solution, c'est révolution. Ou peut-être vous les cailles.
Alors, on voit bien que les jeunes sont révoltés, mais la réponse du pouvoir a été justement d'armer les gangs et de provoquer des massacres dans certains quartiers populaires, parce que la réponse à ce pays-loc, ce mouvement pays-loc dont parle l'ambassadeur, a été le massacre de la Saline, et ça a coupé court et des assassinats aussi. Il y a eu des assassinats de jeunes journalistes, de jeunes leaders de ce mouvement, et l'encerclement de la capitale qui a fait l'affaire du pouvoir. Et en fait, Jovenel Moïse a été dépassé et piégé par des conditions qu'il a quand même créées lui-même. Mais je pense qu'il y a des héritages. Il y a un héritage aussi dans le parti Tête Calais. Oui, je pense qu'il y a d'autres personnages que je ne sais pas ici, mais qui jouent un rôle aussi derrière tout ça. Oui. Voilà, écoutez, merci. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être une dernière question, un dernier témoignage? Non, c'est bon? On va remercier nos deux intervenants de ce soir. L'ambassadeur de l'Union européenne en Maurice, et bien évidemment Barbara Prévost-Stephenson, artiste et chef de projet développement des industries culturelles et créatives à la Commission de l'Océan Indien. Et pour conclure, je dirais tout de même que Freda a réussi, cher public, un double pari, explorer les contradictions d'un pays à travers son petit théâtre de personnages et surtout rendre sensible l'aspiration au départ qui forme la trame commune de leurs destinées respectives. Je suis Méline Balou et j'étais ravie d'être votre modératrice ce soir. Merci encore et bonne soirée.